Bonjour à tous, je suis Samuel Kwaku, président de l'initiative ivoirienne pour l'évaluation de ZEVAL et vice-président de l'Association africaine d'évaluation AFREA. Je suis vraiment très heureux ce jour de partager avec vous quelques expériences à travers ce webinaire sur le thème Critères du comité d'aide au développement CAD pour l'évaluation de l'aide au développement. Quelle adaptation face au nouveau paysage du développement et à l'agenda 2030. Et nous aurons pendant 1h30 à travailler et échanger cette thématique afin de pouvoir faire des recommandations, des propositions pour une meilleure applicabilité des critères d'évaluation en tant qu'évaluateur, mais surtout renforcer également aussi nos compétences en évaluation en tant qu'évaluateur émergent. Alors voici globalement le sommaire que nous allons présenter, du thème que nous allons présenter ici. D'abord les contextes et généralités, ensuite les critères d'évaluation du comité d'aide au développement, quelques expériences de l'analyse des critères du comité d'aide au développement. Nous allons passer après par la phase des questions et partage d'expérience entre participants et par la suite la clôture. Alors les critères d'aide au développement, les critères d'évaluation du cadre ont été approuvés par les membres du cadre sur l'évaluation au cours de la 4e réunion qui s'est tenue du 30 au 31 mars 2006. Donc, cela fait pratiquement, en 2019, pratiquement 13 ans. Et l'expérience acquise a donné lieu à l'accord final sur les normes du cadre pour une évaluation de qualité. Et ces critères sont destinés à contribuer à une harmonisation des modalités de l'évaluation dans le contexte, n'est-ce pas, de l'agenda 2030. Il faut dire que le réseau de développement étudie actuellement comment les critères du cadre peuvent être adaptés au nouveau paysage de développement de l'agenda 2030. Donc, comme je dis, après près de 30 ans, 13 ans plus tôt, il est important qu'on puisse revenir évaluer en fait l'utilisation de ces critères-là pour une meilleure appréciation de la performance des projets et des programmes. Et pour ce faire, il y a eu une consultation publique qui a eu lieu de mars à octobre 2018 et qui ont permis de pouvoir porter, n'est-ce pas, des questions principales, notamment que devons-nous garder de ces critères-là, les garder tels ou pas, que devons-nous changer ou adapter et est-ce qu'il y a de nouveaux critères à ajouter. Pour revenir aux critères d'évaluation du comité d'aide au développement, il faut d'abord faire un aperçu sur d'abord l'agenda 2030, les objectifs de développement durable et qu'est-ce que c'est. Il faut que l'agenda 2030 a été adopté le 25 septembre 2015 par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet spécial sur le développement durable qui a eu lieu aux Nations Unies et qui a fixé, n'est-ce pas, 17 objectifs à l'agenda 2030 et objectifs, n'est-ce pas, de développement durable et décliné, n'est-ce pas, en 169 cibles pour répondre aux défis de la mondialisation en se fondant sur les 3 composantes environnement, social, économie et développement durable. L'agenda 2030 et les ODD qui en découlent présentent une conception profondément novatrice du développement durable, en ce sens qu'elle associe à la lutte contre l'extrême pauvreté, la préservation de la planète au dérèglement climatique et d'autres thèmes aussi. Il est le fruit d'une consultation inédite des acteurs de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales et du monde de la recherche, etc. Et il faut dire que les 5 piliers du développement rural sur lesquels, n'est-ce pas, s'articule pour, n'est-ce pas, l'agenda 2030, c'est la planète, la popularité, la population, la prospérité, la paix et le partenariat. Alors, lors des évaluations des projets et des programmes, il est important de prendre en compte les critères exposés que je vais décrire tout à l'heure. Et ces critères-là sont contenus, n'est-ce pas, dans un document, enfin dans 2 documents. D'abord, le premier document, c'est un document en anglais qui est le CAD, Principle for Evaluation of Development Assistance. Et par la suite, il y a, n'est-ce pas, un glossaire des thèmes principaux
relatifs à l'évaluation et à la gestion à ce résultat qui étaient définis pour pouvoir mieux comprendre les thèmes et les différents éléments. Et dans le cas, n'est-ce pas, du comité de développement, il y a 5 principaux critères qui ont été retenus de manière consensuelle. Le premier critère, c'est le critère de la pertinence. Et la pertinence, c'est quoi? C'est le degré d'adéquation d'une activité d'aide avec les besoins du groupe cible et les priorités politiques du bénéficiaire et du donneur. Ainsi, pour évaluer, par exemple, la pertinence d'un programme ou d'un projet, il y a des questions évaluatives que nous pouvons nous poser. Et si nous voulons analyser la pertinence d'un projet et d'un programme, je pense que c'est vraiment assez important de pouvoir le souligner parce que voilà, je vais aller un peu plus vite. Voilà. Parce que nous ne posons pas, n'est-ce pas, les bonnes questions pour pouvoir adresser les critères et avoir, n'est-ce pas, les réponses appropriées. Donc, ça, c'est concerne, n'est-ce pas, le volet pertinence du projet. L'autre question également aussi, enfin, l'autre critère que nous sommes également aussi amenés à apprécier, c'est le critère, n'est-ce pas, de l'efficience. Et j'avoue que sur ces critères-là, très souvent, non, plutôt là nous sommes dans l'efficience. Sur ce critère-là, pardon, c'est plutôt l'efficacité. Sur ce critère-là, en fonction, n'est-ce pas, du projet de programme et des activités qui sont élaborées, nous devons passer en revue toutes les activités qui sont réalisées. Et là aussi, pour pouvoir apprécier l'efficience, sinon l'efficacité, qui est le degré de réalisation des objectifs d'une activité d'aide, il y a des questions évaluatives que nous devons, n'est-ce pas, poser. Et la première question évaluative, c'est dans quelle mesure les objectifs visés ont-ils été atteints ou sont-ils susceptibles d'être atteints? Et la deuxième question, quels sont les principaux facteurs qui ont déterminé la réalisation ou la non-réalisation des objectifs visés? Donc, pour pouvoir apprécier l'efficacité, l'expérience a montré que très souvent, nous nous basons sur le cas logique dans lequel nous avons les différentes déclinaisons, notamment les composantes. Nous avons, n'est-ce pas, les différentes activités et nous analysons, n'est-ce pas, l'avant et l'après de toutes ces activités-là. Et c'est après cela que nous pouvons, n'est-ce pas, apprécier l'efficacité du programme. Par exemple, si nous avons 15 activités, sur les 15 activités, il y a 10 activités qui ont été réalisées. Nous pouvons faire un ratio. Voilà. Nous pouvons faire un ratio, n'est-ce pas, sur le taux de réalisation des activités. Et cela peut nous permettre d'apprécier d'apprécier l'efficacité du projet. Donc là, c'était le critère d'efficacité.
L'autre critère assez, je crois qu'il y a une interférence avec un participant. Voilà, donc l'autre critère, c'est le critère, n'est-ce pas, de l'efficience. C'est le troisième critère. Et donc, l'efficience, c'est la mesure du rapport entre les produits qualitatifs et quantitatifs et les ressources mises en œuvre pour les obtenir. Il s'agit d'une notion économique et donc l'efficience signifie que l'aide fait appel à des ressources aussi peu coûteuses que possible pour assurer l'obtention des résultats souhaités. Par conséquent, pour déterminer si le processus le plus efficient a été adopté, il faut généralement comparer celui-ci avec d'autres modalités possibles de réalisation des mêmes produits. Par exemple, dans un projet, nous voulons acquérir du matériel, peut-être du matériel roulant un véhicule. Nous avons des ressources, 2000 francs, 3000 francs, peut-être même 4000 francs, et nous voulons acquérir, n'est-ce pas, un véhicule. Et généralement, nous lançons des appels à, n'est-ce pas, des appels à candidature, des appels d'offres, et chacun propose son prix. Avec 2000 francs, peut-être que la première personne va proposer le véhicule à 1000 francs. Une autre personne va proposer le véhicule avec les mêmes caractéristiques, bien sûr, égales à peut-être 1500. Un autre aussi peut proposer un véhicule peut-être à 1200. Donc, le même type de véhicule, les mêmes types de caractéristiques, nous verrons, n'est-ce pas, quel est le véhicule qui nous vient moins cher. Et lorsque nous allons acquérir ce véhicule-là, nous pouvons dire que nous avons été efficients dans l'utilisation de cette ressource parce qu'avec 2000 francs, nous avons acheté un véhicule qui correspond à nos critères, mais avec un budget moindre, ce qui nous permet de pouvoir faire des économies. Donc, voici un peu une idée, n'est-ce pas, de l'efficience. Ça, c'est un thème, n'est-ce pas, de coût-ressources. Mais l'efficience également aussi peut, disons, s'analyser sur le plan organisationnel. Nous avons une activité à mener, un projet qui, pour pouvoir être mis en œuvre, a besoin d'une ressource peut-être de 10 personnes au maximum. Il nous arrive souvent de pouvoir soit peut-être avoir 5 personnes ressources ou même peut-être 13 personnes. Et lorsque nous analysons, n'est-ce pas, en termes d'efficience sur le plan organisationnel, sur le plan des ressources humaines, nous pouvons dire que le projet n'a pas été efficient parce que soit en deçà du nombre de personnes qu'il fallait, ou bien même au-delà du nombre de personnes qu'il fallait. Si par exemple pour 10 personnes, le projet peut tourner avec 6 personnes, le projet est efficient. Mais si pour 10 personnes, le projet tourne avec 15 personnes, vous allez voir que tout ce qui est salaire, tout ce qui est pourcentage social va grimper et ça fera qu'on aura vraiment des surcoûts au niveau du projet. Et donc, le projet ne sera pas efficient. Ça, c'est en termes, n'est-ce pas, d'organisation, disons, du projet. En termes également aussi d'équipement. Un projet, par exemple, pour sa mise en œuvre, a besoin de 2 véhicules. Si nous en utilisons 3, cela va apporter, n'est-ce pas, des coûts additionnels et le projet ne sera pas efficient. Donc, voici un peu quelques idées, enfin, quelques exemples, n'est-ce pas, d'efficience que nous pouvons rencontrer
dans le cas de l'évaluation des projets. Et donc, pour évaluer l'efficience d'un programme ou bien d'un projet, il y a aussi des questions évaluatives. Et j'ai oublié de dire que ces questions évaluatives que le cas nous propose ne sont pas limitatives. C'est-à-dire, en fait, on peut dérouler encore d'autres questions. Mais voici, il donne en fait des exemples, n'est-ce pas, des questions évaluatives qu'on peut poser pour pouvoir analyser l'efficience d'un projet ou bien d'un programme. Alors, la première question, c'est les activités ont-elles été efficaces par rapport à leur coût? J'ai parlé un peu de l'acquisition d'un véhicule. Les objectifs ont-ils été atteints en temps voulu? Ça, par exemple, l'efficience temporelle. Un projet ou bien un programme qui doit se réaliser en 2 ans, si nous réalisons ce programme en 3 ans, avec les mêmes ressources, nous n'avons pas été efficients. Mais si par contre ce programme qui doit être réalisé en 2 ans, nous arrivons à réaliser ce programme en 1 an et demi, en 18 mois ou bien en 15 mois, c'est-à-dire en deçà même des 24 mois, en termes, n'est-ce pas, temporels, nous avons été efficients. Donc, c'est en analysant, n'est-ce pas, tous ces critères-là, en essayant de répondre à toutes ces questions évaluatives, que nous puissions, n'est-ce pas, apprécier l'efficience d'un projet. Et donc, la troisième question, c'est le programme ou bien le projet a-t-il été exécuté de la manière la plus efficiente comparativement aux autres approches possibles? Oui, dans le cas également, n'est-ce pas, d'un projet, il peut y avoir des approches. Par exemple, dans le cas du travail, il y a par exemple des approches qu'on appelle les IMO, les hautes intensités en main-d'œuvre. Il peut, n'est-ce pas, avoir l'approche classique où, au lieu, n'est-ce pas, d'utiliser la main-d'œuvre locale, on peut utiliser, n'est-ce pas, une expertise privée. Ça, c'est vraiment aussi une approche. Mais est-ce que dans l'un ou l'autre, n'est-ce pas, des cas, on arrive à exécuter de la manière la plus efficace comparativement aux approches? Donc, voici autant, n'est-ce pas, d'éléments qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à apprécier l'efficience du projet. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà, n'est-ce pas, analysé et c'est élément que tout à l'heure, ils vont revenir sur les expériences personnelles pour nous présenter un peu leur expérience et surtout les difficultés qu'ils rencontrent dans l'analyse, n'est-ce pas, des critères des projets. L'autre critère qui nous vient, c'est le critère d'impact. Et ça, c'est un mot qui revient régulièrement, l'impact. Souvent, il nous arrive d'échanger un peu sur la définition de ce mot impact que nous retrouvons dans d'autres types de méthodologies ailleurs. Mais dans le cadre de l'évaluation des projets, des programmes, c'est une analyse, n'est-ce pas, de l'impact en termes, n'est-ce pas, de performance. En termes de changement positif ou changement négatif qu'une activité de développement a suscité directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. Mais très souvent, il nous arrive lorsque nous analysons, n'est-ce pas, ce critère d'impact, on voit seulement le volet négatif de l'activité. Mais là, on nous s'instruit que l'impact, ce n'est pas seulement le changement négatif, mais l'impact, ça peut être également aussi le changement positif. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque nous analysons les critères dans le cadre d'une évaluation.
L'impact peut être direct et l'impact peut être indirect. L'impact peut être volontaire et l'impact peut être involontaire. Lorsque dans le cadre d'un projet, on construit une voie dans une localité, la voie traverse la localité qui était peut-être auparavant très reculée, n'est-ce pas, de cette voie. Il va s'en dire que avec le trafic, certainement, il va y avoir beaucoup d'accidents. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc là, par exemple, c'est un changement négatif qui s'opère dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Mais en termes de changement positif, il va avoir les facilités de transport des marchandises, des équipements. Et cette facilité-là peut amener les populations à pouvoir développer leur environnement avec l'accessibilité. On peut avoir, n'est-ce pas, facilement les équipements pour faire des constructions de maisons, pour faire l'équipement du moulin, pour la réparation, n'est-ce pas, du point d'eau. Ça, par exemple, ce sont des changements positifs, mais qui ne sont pas, disons, qui sont indirects, puisque lorsqu'on construisait la route, ce n'était pas pour que le forage soit réparé, mais le fait qu'il y ait, n'est-ce pas, cette voie a facilité les conditions d'acquisition des pièces de rechange qui font que maintenant le forage est réparé et tout le monde a de l'eau dans le village. Donc voici un peu des éléments de changement qui peuvent intervenir dans le cadre d'un projet. Donc il s'agit notamment, n'est-ce pas, de l'impact et des effets principaux de l'activité considérée sur les indicateurs de développement social, économique, environnemental et autres à l'échelle locale. Donc, vous voyez un peu l'étendue, n'est-ce pas, de l'évaluation de l'impact qui touche, qui est vraiment une analyse vraiment transversale. Et donc, l'examen, n'est-ce pas, devait porter à la fois sur les résultats volontaires et les résultats involontaires. Donc, si dans votre analyse de vos résultats, vous ne prenez pas en compte les résultats également involontaires, vous n'avez pas analysé l'impact. Il doit aussi prendre en compte l'impact positif et négatif des facteurs extérieurs tels qu'une modification des thèmes de l'échange ou des conditions financières. J'ai pris, n'est-ce pas, l'exemple de la voirie et je pense que nous avons pu comprendre un peu tous ces thèmes-là qui paraissent souvent un peu théoriques. Alors, quelles sont les questions qu'on peut également aussi se poser si nous voulons analyser l'impact d'un programme ou d'un projet? Et voici 3 questions que le comité d'aide a pu identifier, mais comme je l'ai dit, on peut avoir, n'est-ce pas, des sous-questions pour pouvoir mieux apprécier l'impact. La première question, c'est que s'est-il passé à la suite du programme ou du projet? Nous avons construit une route. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous avons mis en place un forage dans le village. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous avons fait des sensibilisations sur, n'est-ce pas, les maladies hydriques dans le cadre d'un programme global de sensibilisation. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voici un peu une question qu'on peut se poser pour pouvoir apprécier l'impact. Autre question, qu'est-ce que l'activité considérée a réellement changé pour les bénéficiaires? Et une autre question, combien de personnes ont été touchées
Donc, voici autant de questions que nous pouvons poser si nous voulons apprécier l'impact du projet ou du programme. Donc, je reviens un peu sur ces critères-là pour nous permettre de pouvoir mieux comprendre et voir un peu, disons, les contributions que nous aussi nous pouvons faire par la suite. Donc là, c'était le quatrième critère qui a été retenu de manière consensuelle. Le dernier critère, c'est le critère, n'est-ce pas, de la viabilité. Souvent autour de viabilité, souvent autour de durabilité. Mais ce sont des thèmes, n'est-ce pas, qui sont similaires. Donc la viabilité, c'est quoi? C'est la probabilité que les résultats positifs d'une activité perdureront après le financement assuré par le donneur. Lorsque, en tout cas, les financements du donneur auront cessé. Donc, le projet doit être viable, tant du point de vue environnemental que sur le plan financier. On a offert un forage à un village. On a mis peut-être 6 mois pour le projet. On a fait le forage, on a mis en place les comités de gestion du forage. Et après 6 mois, on a eu le temps, peut-être les 2 à 3 mois, de pouvoir suivre un peu l'activité du comité du point d'eau. Le projet est fini, on se retire. Est-ce que le mécanisme que nous avons mis en place est suffisamment autonome sur le plan financement, sur le plan environnementalement? Donc voici un peu ce à quoi refaire la viabilité. On a construit, n'est-ce pas, des écoles. Est-ce qu'après le projet, l'équipe qui est en place ou bien le gouvernement peut assurer le fonctionnement, sinon la réhabilitation de ces infrastructures une fois le projet achevé? Pour évaluer également aussi la viabilité d'un programme ou d'un projet, il y a des questions évaluatives que nous sommes amenés, n'est-ce pas, à poser. Et comme je l'ai dit, toutes ces questions évaluatives, il faut pouvoir, n'est-ce pas, les poser de la belle manière, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir les réponses escomptées, notamment, très souvent, dans les questions évaluatives, on pose par exemple la question, est-ce que le projet était viable? Alors que nous sommes dans le critère de la viabilité. Mais là, par exemple, avec l'exemple que le comité d'aide au développement nous donne, c'est par exemple dans quelle mesure les résultats positifs du programme ou du projet ont-ils duré après que le donneur ait mis fin, n'est-ce pas, à ses apports de fonds? Voici une manière, n'est-ce pas, de pouvoir poser la question. Quels sont les principaux facteurs qui ont déterminé la viabilité ou la non-viabilité du programme ou du projet? Ainsi de suite. Donc, en fonction, n'est-ce pas, de chaque projet, il peut, n'est-ce pas, avoir d'autres questions. Par exemple, dans quelle mesure euh, les réalisations ou bien la construction des salles de classe peuvent, n'est-ce pas, permettre à l'école de poursuivre ses activités une fois les fonds du projet arrivés à leur échéance. Nous voyons, n'est-ce pas, dans plusieurs pays des
des salles qui sont construites pour des artisans, mais après l'inauguration, ces salles sont délaissées parce que les bénéficiaires n'arrivent pas à avoir les ressources pour payer les factures d'eau, pour payer les factures d'électricité, et finalement, ces salles sont délaissées. Ou encore, on construit des pistes. Après 2 ans d'utilisation, ces pistes sont dégradées et on n'arrive pas à avoir les ressources pour pouvoir les réhabiliter. Donc, ça veut dire que le projet a juste fait une intervention ponctuelle, mais après le projet, on n'a pas les ressources pour pouvoir conduire le reste des activités. Donc, voici, n'est-ce pas, les 5 principaux critères que le comité d'aide au développement, qui regroupe plusieurs agences, c'est le consensus qui a été fait, n'est-ce pas, autour de ces critères-là. Maintenant, il peut arriver qu'en tant qu'évaluateur, nous soyons amenés à évaluer des projets, peut-être d'une organisation qui travaille sur les enfants. Et donc, en plus de ces 5 critères, chaque organisation peut apporter, n'est-ce pas, des critères additionnels en fonction de leur champ d'activité. Si par exemple c'est les enfants, il peut peut-être avoir un critère sur l'appréciation, n'est-ce pas, l'atteinte des droits des enfants, sur des questions, des critères sur les questions d'hygiène, des critères sur les questions de genre, ce que nous rencontrons, n'est-ce pas, de manière courante et qui de plus en plus, n'est-ce pas, font partie des critères que nous rencontrons dans les évaluations. Donc, on peut avoir d'autres critères. Par exemple, des critères, par exemple, de la cohérence du programme. Tout ça sont des critères que nous rencontrons lorsque nous sommes en phase, n'est-ce pas, d'évaluation. Donc, voici un peu ce que je voudrais présenter sur les critères de développement pour nous amener à avoir un peu quelques expériences de l'analyse des critères du comité d'aide au développement. Et en tant qu'évaluateur, l'expérience que moi j'ai eu à rencontrer, c'est d'abord la difficulté à analyser les projets, les programmes, les plans avec les mêmes critères. Par exemple, si je dois analyser l'impact d'un projet, est-ce que cette analyse se fera de la même manière que s'il s'agit d'un programme ou d'un plan? Est-ce que si je dois analyser l'efficacité d'un plan, je vais, n'est-ce pas, analyser de la même manière que s'il s'agit d'un projet ou d'un programme? Bon, ça, c'est un peu des difficultés que moi j'ai rencontrées. C'est tellement que d'autres personnes aussi ont rencontré d'autres difficultés. L'autre difficulté que j'ai eu, n'est-ce pas, rencontrée, c'est faire la différence entre l'évaluation d'impact du projet ou du programme tel que défini dans les critères du cadre et l'évaluation d'impact rigoureuse qui est
une autre forme d'évaluation qui fait également aussi, qui fait appel à d'autres méthodologies, notamment les choix aléatoires, qui analysent plus, n'est-ce pas, le volet quantitatif pour pouvoir sortir des corrélations et apprécier l'impact d'un projet, d'un programme ou d'une intervention. Donc souvent, il y a cette difficulté de pouvoir faire la différence entre ces deux types d'impact. Et enfin, il y a cette difficulté de pouvoir analyser l'efficience du projet d'un programme parce que très souvent, l'efficience fait recours, n'est-ce pas, à des notions économiques. Et si nous avons des tableaux d'exécution financière, nous pouvons, n'est-ce pas, apprécier l'efficience du projet. Mais lorsque, par exemple, il s'agit d'apprécier l'efficience sur le plan organisationnel d'un projet, d'un programme ou d'un plan, sur le plan des ressources matérielles d'un projet, d'un programme ou d'un plan, il est assez difficile de pouvoir avoir la documentation sur la méthodologie pour apprécier l'efficience, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Donc voici autant de difficultés que nous avons eu, n'est-ce pas, à rencontrer dans le cadre de nos activités, n'est-ce pas, d'évaluation. Alors, à ce stade, c'est vrai que j'ai eu à dérouler un peu quelques points sur l'évaluation, sur également ces difficultés. Je voudrais, n'est-ce pas, laisser la parole à chacun d'entre vous pour des questions ou bien s'il y a des expériences qu'on souhaite partager afin de pouvoir aller de l'avant sur les questions, n'est-ce pas, d'analyse des critères. Et il faudrait que nous ayons à l'esprit ces trois questions qui ont été posées lors de la consultation internationale en 2018. 5 critères ont été développés, ont été proposés. Que devrions-nous garder tels quels? Est-ce que sur les 5 critères, sur la base de votre expérience, ces 5 critères doivent demeurer? Que devons-nous changer ou adapter? Est-ce qu'il y a des critères qui doivent être changés ou adaptés au vu, n'est-ce pas, de votre expérience? Et enfin, y a-t-il de nouveaux critères sur la base de votre expérience que nous devons ajouter? Donc voici, n'est-ce pas, ces trois questions que nous devons avoir à l'esprit dans ces échanges que nous allons nettement avoir et également aussi partager des expériences. Donc, chers participants, voici un peu ce que je vous ai proposé comme élément sur ce thème de l'évaluation. Et maintenant, je vous laisse la parole pour les questions, les suggestions et également aussi si vous avez des expériences personnelles sur l'évaluation des projets. Et l'idéal sera, n'est-ce pas, que nous puissions avoir votre retour en termes de propositions sur des critères nouveaux à, n'est-ce pas, utiliser dans le cadre d'évaluation des projets.
Voilà. Voilà, donc vous pouvez utiliser votre micro. On ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Allô? Là, pour ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent ouvrir, n'est-ce pas, le micro et puis voilà, poser la question. Des questions? Bonjour. Oui, bonjour, vous présentez et puis vous posez votre question. Ah ouais. Moi, je suis Genoun Abdelkader, je suis du Maroc. Donc, Oui, je suis bonjour un Kader. ingénieur Abdelkader. Oui, bonjour Abdelkader. Donc, pour les critères, je crois que, enfin, je ne sais pas si j'ai bien suivi, est-ce que le fait qu'un projet soit inclusif, ça veut dire introduire un critère d'inclusion dans un programme ou dans un projet ne doit pas être comme critère obligatoire pour assurer l'inclusion de toutes les parties prenantes. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette question. Et comme j'ai eu, n'est-ce pas, le dit tout à l'heure, les critères qui ont été présentés, ce sont, n'est-ce Oui, pas, des critères consensuels. Étant donné que chaque organisation du comité d'aide au développement avait, n'est-ce pas, ses propres critères. Et donc, il fallait trouver des critères consensuels. En fait, le minimum de critères que, disons, chaque partenaire devait utiliser pour apprécier, n'est-ce pas, la performance de son projet. Et donc, comme j'ai dit, le critère d'inclusivité, par exemple, peut être un critère pour un partenaire qui pense que lui, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, il est important qu'on puisse apprécier en quoi, n'est-ce pas, l'intervention a été inclusive dans d'autres. Par exemple, dans le cadre, par exemple, enfin, des programmes, un programme, c'est fait, n'est-ce pas, c'est un ensemble de plusieurs projets. Est-ce que, par oui, exemple, les projets sont conduits d'une manière indépendante ou bien des projets contribuent, n'est-ce pas, à réaliser, disons, les résultats d'autres projets qui n'ont pas été atteints, ou bien est-ce que ces deux projets qui se réalisent, qui à un certain moment ont des activités communes. Donc, je pense que c'est des critères qui peuvent être développés
par une organisation pour pouvoir apprécier les activités. Par exemple, quand on prend le cas d'autres projets, il y a par exemple le critère de l'organisation. Est-ce que vraiment il y a une bonne organisation au niveau du projet? Ça, par exemple, ça fait partie des critères de l'organisation. Et lorsque, par exemple, vous regardez un peu les 5 critères qu'on a donnés, il n'y a pas le critère genre. Mais Oui. lorsque, par exemple, on prend d'autres organisations, telles que, par exemple, enfin, je ne vais pas citer, il y a, par exemple, l'appréciation, n'est-ce pas, l'intégration du genre qui fait partie des critères de cette organisation. Donc, on me dit, les 5 critères, c'est vraiment le minimum qu'on puisse trouver dans un rapport d'évaluation, mais ce n'exclut pas que l'organisation avec laquelle on travaille puisse aussi, dans le système de référence, identifier d'autres critères que nous devons analyser. Merci. Monsieur Abou également. D'autres questions? Samuel, Oui. c'est Soukenatou. Bonjour Soukenatou. Oui, bonjour mon cher. Merci beaucoup pour l'initiative. J'ai suivi et à un moment, je me suis décrochée, mais j'avais quelques soucis. Merci beaucoup pour le partage, c'est très riche. Oui. Alors, je me suis posé la question, où est passé le critère d'efficacité? Et ensuite, oui. ouais, ensuite, en lien avec ce critère d'efficacité, je ne l'ai pas entendu, à moins que j'ai raté quelque chose. En fait, j'ai vu les critères de pertinence, d'efficience, d'impact, de durabilité ou de viabilité. Et, en fait, quelle différence on fait vraiment entre l'efficacité qui touche aux effets aussi et le critère d'impact tel que c'est posé ici. Un troisième point qui est un point de commentaire, c'est que bon, c'est intéressant d'avoir cet effort de standardisation, je dirais entre guillemets vraiment, des critères, mais le risque qu'on risque d'avoir, excusez la répétition, c'est des TDR qui sont vraiment, qui se ressemblent, alors que les contextes des interventions, des projets, des programmes qui sont évalués dictent un peu à comment dire, la manière de libérer nos questions évaluatives. Si je prends le cas des évaluations telles qu'elles sont réalisées au sein des Nations Unies, il y a des principes normatifs qui sous-tendent un peu l'intervention. On parle d'équité, même dans les SDGs, le principe de leaving no one behind. Yeah, leaving no one behind. Tout ça, donc, comment est-ce que ça influence nos façons de poser les questions évaluatives? Donc, il est évident que, bon, il faut qu'on comprenne quel est le contenu qu'on met dans les différents critères, mais la spécificité des situations, la spécificité des interventions va grandement influencer les questions. Ça, c'est les 3 types de commentaires, questions que m'inspire la présentation. Encore une fois, merci beaucoup pour la qualité de l'animation. Ah, ok. Donc, je disais, Seknatou, c'est de quel pays? C'est l'UNICEF Côte d'Ivoire. Ah, ok. UNICEF Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, donc, comme vous venez de le dire, je vais revenir un peu sur la présentation. Effectivement, nous avons parlé de l'efficacité. Vous le voyez, pardon. Voilà, c'est juste après la pertinence, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'efficacité. Et après l'efficacité, nous avons parlé de l'efficience. Donc, certainement qu'avec la déconnexion, on n'a pas pu avoir l'opportunité de pouvoir sur c'est ça. voilà, le volet, n'est-ce pas, sur l'efficacité.
Alors, lorsqu'on revient un peu aux définitions de l'efficacité et puis de l'impact, la définition, disons, la différence apparaît plus clairement. En termes, n'est-ce pas, d'efficacité, c'est le degré de réalisation des objectifs d'une activité. Donc, on me dit, par exemple, on a prévu réaliser 10 latrines dans le cas, n'est-ce pas, de la zone du projet. Nous en avons réalisé 8 ou 7 ou 6, en tout cas, un nombre, ça peut même peut-être être au-delà. Donc, c'est ce degré, n'est-ce pas, de réalisation qui peut nous permettre de pouvoir apprécier l'efficacité. On avait prévu réaliser 10, nous avons réalisé 9. On peut dire que nous sommes efficaces. Mais très souvent, par exemple, dans les projets de renforcement de capacité, on se présente propos de former 30 personnes, mais au finish, il se trouve que nous avons formé 45 personnes. Bon, mais est-ce que nous avons été efficaces? Peut-être que c'est dans la formulation du projet, nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, apprécier, mieux apprécier, n'est-ce pas, les indicateurs qui font que le fait de devoir former 45 sur une cible initiale de 30 personnes, nous pensons, n'est-ce pas, avoir fait, disons, un travail, n'est-ce pas, efficace. Donc ça, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est en termes, n'est-ce pas, de réalisation. Ce qui est prévu, ce qui est réalisé. Si c'est en termes également aussi d'objectifs, est-ce que l'objectif qui a été prévu, visé, cet objectif-là a été atteint? Par exemple, il y a quelques jours, j'étais dans le cadre, n'est-ce pas, d'une activité. C'était une activité de sensibilisation. On sensibilisait les enfants contre le travail des enfants de la rue. Et dans le cadre des activités de sensibilisation qui ont été réalisées par l'équipe du projet, les enfants de ne pas faire des fugues, de ne pas quitter la maison, mais surtout d'être poli envers les parents. Et même si les parents, elles font, n'est-ce pas, elles arrivent, n'est-ce pas, à faire des actes qui ne plaisent pas aux parents et que les parents élèvent le ton, qu'elles ne fuient pas. Mais si en tout cas le papa ou la maman est très, en colère, qu'elle aille voir une personne qui est juste à côté pour venir présenter les ses excuses à son père, à son père ou à sa mère. Et lorsque j'étais dans cette situation d'évaluation, nous avons pu interviewer une élève qui est en classe du primaire, qui nous a présenté son cas, par exemple, où elle a eu à utiliser de manière intentionnelle de l'argent de sa mère. Sa mère était vraiment très fâchée. Elle était même pratiquement prête à la battre. Mais finalement, elle a dû solliciter sa grand-mère qui est venue présenter ses excuses auprès de sa mère et elle n'a pas été, n'est-ce pas, battue. Donc, ça, par exemple, c'est l'objectif de cette activité de sensibilisation. C'est pour que les enfants ne puissent pas faire des fugues. Et le fait que, par exemple, cet environnement de réconciliation a été créé, l'enfant est resté à la maison, il a continué, n'est-ce pas, à travailler dans un cadre familial. Donc, ça, c'est l'objectif de la sensibilisation. On voit que cet objectif, en tout cas pour une personne, a été atteinte. Maintenant, est-ce que de manière globale, ça a été atteint? Voilà. Donc, ça, c'est un peu en termes, n'est-ce pas, d'efficacité. Maintenant, lorsqu'on vient dans le thème, n'est-ce pas, de l'impact, comme je l'ai dit, l'impact qui apprécie, n'est-ce pas, dans le cadre d'une évaluation de la performance, c'est vraiment apprécier les changements positifs comme négatifs, intentionnels comme non intentionnels. Donc ça, c'est en termes, n'est-ce pas, de changement. L'impact, c'est en termes de changement. Mais l'efficacité, c'est en termes de réalisation de l'activité qui était prévue dans le cadre logique. Voilà. Maintenant, comme je dis, ce terme impact aussi, il faut pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence avec l'évaluation, n'est-ce pas, d'impact qui utilise, n'est-ce pas, disons qu'on appelle évaluation d'impact rigoureuse,
qui utilisent très souvent, n'est-ce pas, des données, disons, quantitatives, où, par exemple, il y a plusieurs méthodes, par exemple, la méthode des choix aléatoires, où, en fait, on doit peut-être construire, n'est-ce pas, un groupe expérimental ou bien un groupe de contrôle qui vraiment utilise des notions plus des statistiques, quantitatives, auxquelles, n'est-ce pas, pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence avec l'impact dans le cadre d'une évaluation de performance, n'est-ce pas, du projet. Effectivement, il y a eu un effort de standardisation, mais comme je le dis, cela est parti du fait que chaque organisation avait ses propres critères. Et souvent, nous voyons qu'il y a des projets qui sont cofinancés. Bon, si par exemple, telle institution apporte une contribution, telle autre apporte une contribution pour le même projet, comment est-ce qu'on peut apprécier, disons, l'atteinte des résultats? Comment on peut apprécier, n'est-ce pas, la performance du projet? Donc, il fallait avoir, n'est-ce pas, un minimum sur lequel on puisse, n'est-ce pas, s'entendre. Donc, c'est ce minimum-là qui a fait, n'est-ce pas, l'effort de standardisation. Et lorsque je faisais ma présentation, moi, je vous ai présenté un peu les difficultés que moi, j'ai rencontrées, effectivement, dans l'utilisation de ces critères-là. Des critères qui sont utilisés pour des projets. Ces mêmes critères qui sont utilisés pour des programmes. Alors que la conception d'un programme n'est pas la même conception qu'un projet. Des mêmes critères qui souvent sont utilisés aussi pour l'évaluation des plans quinquennaux, des plans de telle maladie, sur le sida, sur le droit de l'enfant. Donc, je pense que c'est un peu toute cette difficulté-là qui nous amène maintenant, après peut-être plus de 10 ans, 13 ans, à nous asseoir et voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que, par exemple, il y a des critères qu'on doit pouvoir, disons, retirer? Est-ce qu'il y a des critères qu'on doit pouvoir ajouter? Et puis, est-ce qu'il peut-être y a de nouveaux critères qui, en nous cas, doivent pouvoir être pris en compte pour apprécier les différentes interventions? Ou par exemple, est-ce qu'il faut catégoriser, n'est-ce pas, les critères, par exemple, pour des projets? Voici les critères qu'il faut pouvoir utiliser. Pour un programme, voici les critères qu'il faut pouvoir utiliser. Pour un plan, voici les critères qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, utiliser. Donc, je pense que c'est autant de questions qui reviennent, disons, autour de ce thème, mais également au niveau international, des différentes consultations. Donc, nous aussi, nous vous lançons, n'est-ce pas, les mêmes questions. S'il y a peut-être des critères nouveaux que peut-être vous voyez qu'on peut peut-être proposer, ou bien une certaine catégorisation des critères en fonction des différents types d'interventions, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir aussi partager cette expérience avec vous. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire sur cette question. Merci beaucoup, Samuel. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que quelqu'un peut nous partager aussi son expérience en tant qu'évaluateur, les difficultés qu'il ou qu'elle a rencontrées dans l'évaluation de tel critère, tel critère ou tel critère? Juste en attendant que quelqu'un d'autre prenne la parole. Oui. Moi, je partage la perspective, c'est Soukenato encore, je partage dans la perspective du gestionnaire d'évaluation. Oui. En fait, lorsqu'on lance une commande, des fois, on ne veut pas cerner tous les critères. Il arrive, par exemple, qu'on fasse une évaluation d'un projet. Souvent, nous, au niveau de l'UNICEF, on a des projets dont la mise en œuvre est confiée à des ONG. Pour passer d'un cycle d'accord de partenariat à un autre, on fait une évaluation, des fois, dans le souci d'apprendre, mais aussi de recalibrer un peu le partenariat, de voir si le partenariat a porté ses fruits. Par exemple, on peut avoir envie de seulement apprécier deux critères. L'efficacité de l'intervention et puis la durabilité des acquis, la viabilité, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais lorsque nous définissons la commande et que nous lançons
la commande d'évaluation, ceux qui postulent, il y a certains consultants qui considèrent que pour que ça s'appelle évaluation, il faut que tous les critères soient appréciés. Donc, même si toi, commanditaire, tu n'as pas défini la pertinence parce que tu le justifies en disant, bon, il y a d'autres études ou d'autres évaluations antérieures qui ont été faites. Donc, dans la compréhension même de la question par l'évaluateur, c'est comme si le fait de laisser quelques critères en rade ou en tenant compte vraiment de l'utilisation qui sera faite des résultats de l'évaluation, donc faisait que dans la perception de cet évaluateur particulier, ce n'est pas une évaluation. Donc on tient coûte que coûte, certains évaluateurs du moins tiennent coûte que coûte à passer en revue l'ensemble des critères. Donc ça alourdit l'exercice d'évaluation et en mettant une charge de travail supplémentaire qui peut-être nous amène à ne pas suffisamment aller au fond dans l'analyse des critères qui sont retenus. L'autre élément que je pourrais partager par rapport aux critères, élément d'expérience, c'est aussi des fois, on commandite une évaluation, l'évaluateur passe sur le terrain, discute avec nous des outils de collecte, discute avec nous du plan d'échantillonnage, va sur le terrain, collecte des données qui sont censées apporter des éléments de réponse aux questions d'évaluation. Mais à la fin, on se demande où sont passées les données. Il n'arrive pas simplement à capitaliser sur les données pour pouvoir fonder ses constats évaluatifs et fonder son jugement évaluatif. Donc ça, c'est des éléments qui donnent, dans la perspective du commanditaire, ne nous donnent pas tout à fait satisfaction par rapport à l'exécution de la commande d'évaluation, mais des éléments auxquels on est confronté du fait des contraintes liées aux capacités dans le domaine de l'évaluation. Voilà ce que je voulais partager. Merci. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces expériences. Et concernant, n'est-ce pas, la première expérience sur les critères, je crois que tout évaluateur doit pouvoir comprendre que d'abord l'évaluation, c'est en fonction, n'est-ce pas, du budget et puis du temps. Donc, en fonction du budget du temps, on définit, n'est-ce pas, l'environnement de l'évaluation. Donc, si on n'a pas assez de ressources, mais qu'on a beaucoup de temps, on n'est pas obligé, n'est-ce pas, de pouvoir apprécier tous les critères. Comme vous venez de le dire, souvent, il y a des évaluations qui font à peine, n'est-ce pas, les études qui ont été déjà réalisées, il y a peut-être 2 mois, 3 mois, mais ça ne sert à pas, enfin, ça ne sert à rien de pouvoir aller évaluer un critère alors qu'il y a une étude plus poussée qui a été menée pour pouvoir apprécier, n'est-ce pas, la question. Donc, je pense que, effectivement, dans les thèmes de référence, il faut pouvoir bien préciser que dans les documents disponibles, que par exemple, il y a tel documents qui sont disponibles, de sorte que par exemple, lorsque le consultant, le bon évaluateur va prendre en charge, n'est-ce pas, l'évaluation, il sache qu'il ne vient pas pouvoir encore inventer la roue. Mais très souvent aussi, dans les évaluations, par exemple, dans les thèmes de référence, on ne dit pas qu'il y a des documents disponibles. Donc, souvent, dans la réponse à l'appel, n'est-ce pas, à candidature, c'est clair que le consultant, pour lui, en tout cas, les documents ne sont pas disponibles, il va vouloir présenter tous les critères. Mais si déjà des documents sont disponibles qui permettent de pouvoir balayer un certain nombre de critères, on pourra, n'est-ce pas, aller à l'essentiel, si ça peut être 1 ou 2 ou 3 critères, pourvu que ce soit vraiment des critères qui permettent à l'institution de pouvoir apprécier l'atteinte de son résultat. Pour revenir quand même aussi sur la question sur la capitalisation, n'est-ce pas, des données de terrain. Je crois que c'est ce qui est... voilà pourquoi dans les évaluations, on demande, n'est-ce pas, de pouvoir, disons, concevoir une matrice évaluative. Et dans cette matrice, on a vraiment toutes les questions évaluatives, les sous-questions. Et nous pensons que cette matrice, n'est-ce pas, développée, est validée avec toutes les questions évaluatives. Mais également, sur toutes les sous-questions évaluatives,
Lorsque l'évaluateur sera sur le terrain, dans sa recherche, n'est-ce pas, de données, dans sa recherche, n'est-ce pas, d'informations sur le terrain, il va revenir chaque fois sur cette matrice-là pour voir est-ce que les différentes questions évaluatives contenues dans la matrice, nous les avons posées et nous avons, n'est-ce pas, des réponses. Et si vraiment cela est fait de cette manière-là, je crois qu'on aura vraiment le minimum, enfin, disons, un minimum d'informations. Maintenant, une chose est d'avoir l'information et une autre chose, n'est-ce pas, est d'avoir les moyens de pouvoir traiter ou bien triangulariser, n'est-ce pas, les informations pour l'utiliser dans le cadre d'évaluation. Donc, aussi, là, par exemple, c'est quand même aussi un autre défi qui se présente dans le cadre, n'est-ce pas, des évaluations. Donc, je pense que enfin, ce sont, n'est-ce pas, des expériences assez pertinentes. Maintenant, comme on vient de le voir, après 13 ans, est-ce qu'il faut aller encore avec les mêmes critères? Bon, nous laissons encore toujours le micro pour toutes les expériences de personnes qui peut-être ont de nouveaux critères à proposer ou bien une manière de pouvoir encore avoir des méthodologies pour pouvoir apprécier d'autres critères. Merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres questions, nous sommes à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, devons-nous garder les critères tels quels ou bien devons-nous en changer ou bien est-ce qu'il y a de nouveaux critères qu'on peut ajouter? Ok, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre... Il nous reste pratiquement 10 minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est pas... Est-ce qu'il y a des questions? Ça marche ici, là. C'est le camp PC, le camp PC que Ok, je crois que il y a plus d'autres questions. On a fait pratiquement le tour, n'est-ce pas, des différentes expériences. Nous allons peut-être conclure notre présentation de ce jour. Donc, le thème que nous avons débattu tout à l'heure, c'est un thème vraiment d'actualité, notamment les critères du comité d'aide au développement pour l'évaluation de l'aide au développement. Quelles sont, n'est-ce pas, les adaptations à faire au niveau du paysage du développement et de l'agenda 2030? On a vu, n'est-ce pas, que l'agenda 2030, avec toutes ces batteries, n'est-ce pas, de critères qu'il y a, enfin, d'objectifs et d'indicateurs, pour les 169 indicateurs, ça ne sera pas vraiment assez facile pour les évaluateurs de pouvoir travailler dans cet environnement. Et on a vu également aussi que les critères, il y a 5 critères principaux qui ont été, n'est-ce pas, retenus par consensus par le comité de développement. Et ces critères, dans certaines situations, sont assez difficiles de pouvoir être appliqués, notamment si on doit appliquer le même critère pour un projet, pour un plan, pour un programme, souvent ce n'est pas assez évident. Et
Donc, il apparaît, n'est-ce pas, cette nécessité de pouvoir creuser un peu plus pour voir s'il y a des possibilités de pouvoir catégoriser, n'est-ce pas, les critères en fonction des différentes interventions, ou bien même de pouvoir apporter de nouveaux critères. Et je crois que il y a par exemple des critères, tels que par exemple les critères du genre qui de plus en plus nous retrouvons dans différents types d'évaluations. Et certainement qu'ils vont avoir d'autres critères qui vont être intégrés euh, en plus, n'est-ce pas, des 5 critères comme critères, n'est-ce pas, consensuels. Allô? Allô, est-ce que je peux poser une question? Ok. Allô? Oui, oui, rapidement. Je suis El Azdouni Mohamed du Maroc. Oui. Et par rapport aux critères, c'est un débat qui est soulevé ces dernières années. Et dernièrement, il y avait des propositions. J'ai vu dernièrement qu'on peut ajouter la cohérence comme un autre critère à soumettre en plus des autres. Toutes les discussions qui ont été menées ces derniers moments ont gardé les critères déjà proposés comme étant valables et on doit continuer. Et on a aussi ajouté un autre critère. Je pense que c'est un débat qui est très important et on est très intéressé de continuer à utiliser les critères tels qu'ils ont été déjà signalés. Et on a ajouté, j'ai dit, la cohérence. Et par rapport aux questions qui ont été soulevées tout à l'heure, dans mon expérience, j'étais confronté à une participation à une évaluation où on a demandé à utiliser tous les critères alors que le projet en lui-même ne demande pas à les utiliser tous. Par exemple, la question de l'impact, il est très difficile de l'avoir dans un projet qui a été pour une courte période, alors que l'impact qu'on a signalé dans la, la définition des problèmes et tout, ça devrait avoir quelque chose qui est très général, alors que le projet est ciblé une petite partie de la population et on veut avoir un impact, par exemple, dans la lutte contre la pauvreté dans toute la population, alors que c'est pas possible. Et je pense qu'on doit faire attention lorsqu'on fait des commandes de réduire c'est-à-dire de limiter les critères d'une manière pertinente à la question, à la problématique ou bien au projet. Voilà ma participation. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, le critère de cohérence, je crois que moi j'ai eu à participer à une évaluation où j'ai utilisé le critère de cohérence. Mais comme je dit, c'est en fonction de chaque organisation. En plus des 5 critères, il y a eu le critère de cohérence qui a été utilisé. Donc, si ce critère doit pouvoir maintenant faire partie du lot des critères consensuels, comme pour le moment les avis ne sont pas encore définitifs, bon, on pourra également aussi vraiment apprécier. Maintenant, pour l'autre également aussi, il faut dire que les projets d'appréciation du changement sur la pauvreté sont des projets qui sont très difficiles, n'est-ce pas, à pouvoir évaluer parce que l'évaluation de la pauvreté lui-même fait appel, n'est-ce pas, à plusieurs notions économiques qui ne sont pas, disons, souvent qualitatives, mais quantitatives. Et j'ai eu, n'est-ce pas, à travailler un peu sur des projets de lutte contre la pauvreté. Mais comme vous l'observez de plus en plus, ce thème de lutte contre la pauvreté est en train de ne plus être d'actualité, enfin, de ne plus être utilisé de manière quotidienne, parce qu'il y a des difficultés de pouvoir apprécier un peu, disons, c'est l'atteinte, enfin, l'atteinte, n'est-ce pas, de ces objectifs-là, parce qu'il y a eu beaucoup de projets d'AGR qui ont pensé pouvoir lutter contre la pauvreté, mais en définitive, n'ont pas fait. Maintenant, également sur les indicateurs pour pouvoir apprécier
la situation de pauvreté d'une communauté ne sont pas vraiment assez évidentes. Et donc, je pense que ça revient, n'est-ce pas, aux commanditaires, dans ces thèmes de référence, de pouvoir vraiment bien délimiter l'évaluation, ou bien aussi, ça revient également aussi à l'évaluateur dans son offre, de pouvoir vraiment bien préciser, n'est-ce pas, les limites de l'évaluation. Parce que lorsque vous faites une évaluation et que vous précisez les limites de l'évaluation, la personne qui lit votre évaluation peut déjà savoir que voici un peu les difficultés que nous allons rencontrer dans le cas, n'est-ce pas, de la validation de son rapport. Donc, ce sont en tout cas des points assez pertinents que vous avez soulevés et je pense que ça pourra nous aider par la suite dans la conduite, sinon dans la rédaction des thèmes de référence, dans la gestion des évaluations ou aussi dans la réalisation, n'est-ce pas, des évaluations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre session. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vraiment vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à cette rencontre pour échanger sur les critères du comité de développement et surtout voir un peu quelles sont les différentes adaptations qu'on pourrait faire, quels sont, n'est-ce pas, les changements, quelles sont, n'est-ce pas, les difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre de l'évaluation. Et nous pensons que toutes ces recommandations, toutes ces observations seront utilisées de manière efficace par toutes ces structures-là qui sont en charge de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux critères, sinon améliorer les critères en charge. Merci beaucoup. Au nom, n'est-ce pas, de l'Initiative pour l'évaluation, au niveau, n'est-ce pas, de l'AFREA, je voudrais vraiment vous remercier pour votre aimable attention et j'espère que nous allons nous rencontrer dans d'autres forats pour parler toujours, n'est-ce pas, d'évaluation et surtout, en fait, encore pour renforcer davantage nos connaissances et partager encore nos expériences. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Sinon, pour ceux qui sont pratiquement à la soirée, bonne soirée à tous. Merci et à bientôt.